Je commence toujours par le feu. Avant même d'ouvrir les yeux, certains matins, j'entends encore ce petit crépitement ancien, ce bruit sec et tendre à la fois, comme une conversation intime entre la flamme et la fonte. C'est un son qui ne promet pas seulement un repas, il promet une maison. Et dans une maison, il y a des objets qui ne sont pas des objets, il y a des héritages qui ne se mettent pas dans un coffre-fort, ils se posent sur une plaque, ils s'échauffent lentement et ils parfument les murs. Mon héritage à moi est un faitout en fonte émaillée, rouge cerise, avec une ébréchure au niveau d'une anse, une petite blessure presque pudique. Quand je passe le doigt dessus, je sens une aspérité qui accroche la peau et aussitôt, je revois le visage de celle qui me l'a donné, ma belle-mère. Elle avait des mains fines, des ongles toujours propres, mais une autorité tranquille qui ne tremblait jamais. Le jour où elle m'a tendu ce faitout, elle n'a pas fait de discours. Elle a dit seulement « Tiens, dans une famille, il faut un cœur ». Et elle a posé la fonte entre mes mains comme on confie un enfant. Je m'appelle Adeline, j'ai 68 ans et j'ai longtemps cru que ce faitout était le centre invisible de notre vie. Dans une cuisine bourguignonne, la fonte ne sert pas seulement à cuire, elle sert à rassembler. Elle oblige à la lenteur, elle réclame du temps. Elle impose cette forme de respect que la modernité appelle souvent archaïsme quand elle ne sait plus comment nommer la patience. Chez nous, la cuisine a toujours eu des odeurs de vin rouge et d'herbe, le pinot noir qui réduit, le thym qui s'ouvre, les oignons qui fondent sans brûler. Les gestes se transmettent sans manuel. On apprend en regardant, en se taisant, en acceptant l'imperfection. On goûte du bout des doigts, on rectifie à l'instinct. Ma mère disait « Une sauce, c'est comme un caractère, il faut la laisser devenir ». Puis, Clémence est entrée dans notre maison. 30 ans, une beauté moderne, précise, presque géométrique, cheveux attachés, regard sûr, phrases nettes. Elle est diététicienne, spécialiste de nutrition, avec cette assurance lumineuse de ceux qui ont des preuves sous forme de graphiques. Elle parle de corps comme on parle de système, apport, équilibre, inflammation, indice. Je ne la juge pas, je sais que chaque génération croit sauver la suivante avec ses mots à elle. Le premier jour, elle a traversé ma cuisine comme on traverse un musée, poliment, sans toucher. Elle a posé sur le plan de travail un sac rempli de bocaux en verre, tous alignés, étiquetés au marqueur noir. Graines de chia, spiruline, protéines végétales, superfood. Les mots eux-mêmes avaient une froideur clinique, comme si la nourriture devait être un médicament, pas une consolation. Je me souviens du contraste avec une précision presque cruelle. Moi, j'étais debout près du feu, un morceau de beurre entre les doigts que je laissais fondre au bord de la poêle avant d'y jeter une échalote. Le beurre avait cette odeur ronde, familière, qui annonce une sauce comme on annonce une fête. Clémence, elle, a sorti une balance électronique. Elle a posé un petit récipient, a appuyé sur un bouton, a versé des graines gramme par gramme. Le bip du plastique et du métal a traversé la cuisine comme un langage étranger. Je l'ai regardée faire. Elle ne faisait pas ça pour me provoquer, elle faisait ça parce qu'elle croyait bien faire. Et j'ai ressenti, malgré moi, cette sensation étrange qu'on a quand un enfant déplace les meubles. Pas de colère, mais un déracinement. Quelques jours plus tard, sans bruit, le faitout rouge a quitté sa place. Je l'ai cherché un matin, par habitude, comme on cherche le cœur quand la poitrine semble vide. J'ai ouvert le placard. Rien. J'ai regardé les étagères. Rien. Et puis j'ai trouvé le faitout dans la pénombre de la réserve, glissé dans un coin, derrière des cartons, comme on range un objet embarrassant qu'on ne veut pas jeter, mais qu'on ne veut plus voir. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas élevé la voix. À mon âge, on apprend que les conflits les plus profonds commencent par de petites choses, un objet déplacé, une ardeur interdite, un geste corrigé. Clémence est passée derrière moi, légère, efficace. Elle a dit avec un sourire courtois « Je l'ai mis de côté, Adeline. La fonte, c'est lourd, et puis, il y a des alternatives plus saines. » Le mot « saine » a flotté dans l'air comme une sentence, comme si ce que j'avais nourri pendant 40 ans ne l'avait pas été. Je me suis retournée vers elle. J'ai vu son visage sérieux, sa bonne foi, son désir de contrôler le monde pour ne pas être surpris par lui. Et j'ai compris avec une lente tristesse que ce n'était pas seulement mon faitout qu'elle écartait.
C'était une manière d'aimer, une manière de dire « je prends soin de toi » en te donnant du chaud, du gras, du vin, de la lenteur. Elle disait « je prends soin de toi » en retirant tout ce qui déborde, tout ce qui tâche, tout ce qui vit trop fort. Dans le salon, mon fils riait avec elle. Il était heureux de cette harmonie apparente. Il ne voyait pas que dans la cuisine, un feu peut s'éteindre sans bruit. Moi, je me suis approchée de la réserve. J'ai posé la main sur l'anse ébréchée du fétou dans l'ombre. La fonte était froide. Et je me suis dit, avec une lucidité presque tendre, dans une famille, on ne se dispute pas seulement des idées, on se dispute des rites. Et parfois, le premier acte d'une guerre silencieuse, c'est déplacer le cœur de la maison dans un coin où il ne réchauffe plus personne. La cuisine, après l'arrivée de Clémence, a cessé d'être un lieu, elle est devenue un territoire. Je le dis sans drame, personne n'a crié, personne n'a claqué de porte. La guerre a pris la forme la plus française, la plus sournoise aussi, celle des bonnes manières. On sourit pendant qu'on retire à l'autre ses habitudes, on dit « je comprends » tout en réorganisant les tiroirs. On emploie des mots doux pour déplacer des frontières. Clémence s'est installée dans ma cuisine comme on installe un nouveau régime dans un corps, progressivement, méthodiquement, sans tolérer de résistance. Elle n'avait pas l'air d'une conquérante, elle avait l'air d'une femme qui croit remettre de l'ordre. Elle a commencé par les plans de travail. Tout a été vidé, essuyé, simplifié. Elle a retiré les bocaux d'épices que je laissais à portée de main, paprika, girofle, laurier, et les a remplacés par ces alignements impeccables de flacons en verre. Sur chacun, une étiquette, une typographie noire, des mots qui ressemblent à des prescriptions, curcuma, levure nutritionnelle, maca, graines de lin. Même l'air semblait avoir changé, moins de gras, moins de chaleur, plus de netteté. Moi, je continuais à cuisiner, mais j'avais la sensation de cuisiner en visiteuse dans ma propre maison. Je mesurais mes gestes, je faisais moins de bruit, je nettoyais immédiatement la moindre trace de beurre comme si le beurre était devenu une faute morale. Et puis, il y avait ce détail qui, à lui seul, résumait tout. Clémence ne goûtait pas avec les doigts, elle goûtait avec une cuillère stérile, déposée sur un petit support. Une précaution qui se voulait scientifique, mais qui sonnait pour moi comme un refus de contact. Un matin, je l'ai observée préparer son petit déjeuner. Elle a posé la balance, appuyé sur le bouton, attendu le 0. Elle a versé des graines, ajouté une poudre verte, puis encore une poudre. Le tout dans un bol blanc, sans motif, sans histoire. Elle a mélangé lentement, puis elle a photographié le résultat avant de manger. Je ne me suis pas moquée, j'ai simplement ressenti cette chose étrange. La nourriture chez elle servait à se prouver qu'elle avait raison. Chez moi, elle servait à se pardonner d'être vivant. Je faisais rissoler un oignon dans une noisette de beurre, le bruit de la poêle, ce petit chuintement joyeux, a rempli la cuisine d'une promesse ancienne. Clémence a tourné la tête et son regard s'est posé sur le beurre comme on regarde une cigarette. « Adeline, vous savez qu'avec l'âge, les graisses saturées… » Elle n'a pas fini sa phrase, elle n'en avait pas besoin. Les phrases inachevées sont les plus efficaces, elles laissent l'autre se juger tout seul. J'ai répondu avec un calme poli. « Je sais, Clémence. » Puis j'ai ajouté, sans ironie, mais avec une vérité nue, « Je sais aussi que mon mari est mort en mangeant du poisson grillé et des légumes. La vie ne se résume pas aux statistiques. » Elle a eu un sourire légèrement crispé, ce sourire des gens qui entendent une émotion là où ils voulaient une donnée. Le soir, tout s'est cristallisé. Nous étions à table, mon fils entre nous deux, heureux d'un équilibre qu'il croyait stable. J'avais préparé une sauce au vin rouge, pas un plat énorme, pas un banquet, juste une sauce, cette chose presque sacrée en Bourgogne. Je voulais qu'elle goûte, qu'elle sente que la cuisine peut être une langue d'amour. J'ai tendu la cuillère vers Clémence. « Goûtez, juste une goutte. Dites-moi si ce n'est pas chaleureux. »
Elle m'a regardée, puis elle a posé sa main sur son verre d'eau comme si ce geste la protégeait. Et avec cette politesse parfaite qui blesse plus que le mépris, elle a dit « Merci, Adeline, mais je préfère éviter. Je ne veux pas faire entrer dans mon corps la mort des animaux et ses graisses. » Elle a prononcé la mort comme on prononce une condamnation. La cuillère est restée suspendue une seconde. Je me suis sentie vieille soudain, non pas par l'âge, mais parce que mon monde venait d'être déclaré coupable. Mon fils a ri doucement pour alléger. Il a dit quelque chose comme « Allez, maman, tu sais bien que Clémence est très stricte. » Très stricte, voilà, le mot qui transforme une conviction en qualité et l'autre en excès. Je n'ai pas répondu, j'ai reposé la cuillère, j'ai ramené la sauce vers moi comme on ramène un secret. La cuisine après le dîner n'a pas résonné du bruit des assiettes joyeuses, elle a résonné d'un autre son, le moteur du blender, sec, régulier, sans parfum. Clémence préparait sa boisson détox avec la même application que moi je préparais un bouillon, sauf que son geste ne réchauffait rien autour de lui. Je suis restée debout un moment, seule, face à l'évier. Mes mains étaient encore imprégnées de vin et de thym. Je les ai regardées, ces mains de 68 ans, et j'ai compris quelque chose de simple. Clémence ne voulait pas m'humilier, elle voulait corriger le monde. Et moi, je ne voulais pas la vaincre, je voulais simplement qu'elle comprenne qu'un corps n'est pas une machine à purifier, mais une maison fragile où l'on a besoin de chaleur. Cette nuit-là, je suis descendue à la réserve. J'ai allumé la petite ampoule jaune. Le faitout rouge était là, dans l'ombre, silencieux, comme un cœur mis au placard. J'ai posé ma main sur l'anse ébrichée et j'ai murmuré sans témoin « On va attendre. Le feu revient toujours. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ce n'était plus seulement un conflit de cuisine. C'était une question de survie douce. Comment rester humaine quand quelqu'un vous demande d'être parfaite? Le conflit n'a pas explosé, il a fermenté. C'est cela le plus cruel. Dans une maison, les choses ne se brisent pas toujours avec fracas. Parfois, elles se fendent lentement, comme une assiette qui a reçu un choc discret et qui continue de tenir, jusqu'au jour où, sans prévenir, elle se casse entre vos mains. Les semaines ont passé et la cuisine a perdu son rythme. Avant, il y avait de la vie dans les erreurs, un peu trop de sel, un bouchon qui saute, une sauce qu'on rattrape. Avec Clémence, il n'y avait plus d'erreurs, il y avait des règles. Le moindre geste était pesé, le moindre ingrédient justifié. Elle parlait de discipline, de pureté, de cohérence, des mots qui donnent l'impression d'être vertueux, mais qui, dans une maison, peuvent devenir une forme de froideur. Je me suis mise à cuisiner plus tôt, quand elle n'était pas là, comme une adolescente qui fume en cachette. Je préparais des plats simples, un potage, un gratin, et je rangeais vite, pour que rien ne prouve mon passage. Je faisais attention aux odeurs, comme si les odeurs étaient devenues indiscrètes. Un samedi, il y avait des amis de mon fils à déjeuner. Clémence avait proposé un menu léger, salade de quinoa, légumes crus, houmous maison. Tout était propre, coloré, parfaitement aligné. Les invités ont complimenté l'assiette, bien sûr. Ils ont dit « c'est sain », comme on dit « c'est réussi ». Moi, j'avais préparé en silence une petite terrine de campagne que mon mari adorait. Je l'avais mise au réfrigérateur, sans intention d'imposer quoi que ce soit, juste pour qu'elle existe, comme une mémoire. À la fin du repas, mon fils a ouvert le frigo pour chercher du fromage. Il est tombé sur la terrine. « Oh, maman !» a-t-il dit avec un sourire embarrassé. « Tu sais bien que Clémence... » Clémence a levé la tête. Elle a souri aussi, mais son sourire avait cette douceur qui tranche. « Ce n'est pas grave, a-t-elle dit. Chacun son héritage. Moi, je préfère ne pas participer à ça. » À ça, comme à une faute. Je l'ai regardée. Dans ses yeux, il n'y avait pas de méchanceté. Il y avait une certitude. Et la certitude, quand elle ne connaît pas la nuance, devient une violence.
Le vrai point de rupture est venu un soir de pluie, banal, presque intime. Il n'y avait pas d'invités, pas de théâtre social, juste nous trois. Je me suis permis un geste simple, une sauce au vin encore, parce que je refuse de croire qu'un rituel d'amour doit se cacher. J'ai mis la table, j'ai servi. La sauce brillait légèrement, sombre, profonde. Elle avait ce parfum de Bourgogne qui réchauffe l'air avant même de toucher la langue. J'ai tendu la cuillère à Clémence une seconde fois, pas comme une provocation, comme une main tendue. « Essaie, Clémence, juste une fois. Tu n'es pas obligée d'aimer, mais goûte. » Elle a posé sa fourchette. Elle a pris ce temps, cette respiration maîtrisée qu'elle utilise quand elle veut parler sans paraître agressive. « Adeline, je vous respecte, mais je ne peux pas. » Le « vous » avait glissé. Avant, elle me disait parfois « tu » dans un élan spontané. Ce soir-là, elle a remis une distance, une frontière. Puis, elle a ajouté, avec cette voix calme qui fait plus mal qu'un cri, « Je ne veux pas faire entrer dans mon corps la mort des animaux et ses graisses. C'est violent pour moi. » Violent. Elle avait trouvé le mot qui transforme mon amour en agression. Mon fils a tenté de sourire. Il a dit quelque chose de maladroit, comme « Allez, on ne va pas recommencer. » Recommencer. Comme si mon désir d'être reconnu était une répétition fatigante. Je n'ai pas répondu. Je suis restée immobile une seconde, la cuillère en main. J'ai senti très clairement que je n'étais plus dans une discussion culinaire, j'étais dans un procès. Je me suis levée, j'ai porté la casserole à l'eau vite, j'ai vidé la sauce. Le liquide sombre a tourné en spirale et a disparu. Un geste simple, mais j'ai eu l'impression de jeter quelque chose de plus précieux qu'un plat. J'ai jeté une part de moi. Clémence n'a pas réagi. Elle a repris son verre d'eau. Elle était convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait, rester fidèle à ses principes. Et c'est là que la cuisine est devenue muette. Le silence n'était pas seulement l'absence de conversation, c'était l'absence de chaleur. Les casseroles ne chantaient plus, les couvercles ne claquaient plus avec joie. Il n'y avait plus ce désordre vivant qui fait qu'une maison respire. À la place, il y avait le bruit sec du blender encore et l'odeur froide des aliments crus. Je me suis retrouvée un soir, seule devant le plan de travail, à essuyer une surface déjà propre. Je faisais cela pour ne pas penser. Mes mains se déplaçaient en cercle comme si elles cherchaient à réchauffer le granit. J'ai réalisé avec une tristesse très calme que Clémence m'avait seulement retiré un fait-tout, elle m'avait retiré ma place dans la maison. Et à une femme de mon âge, on peut retirer beaucoup de choses sans qu'elle se plaigne. Mais lui retirer la place où elle aime, c'est lui retirer une langue, c'est la rendre étrangère chez elle. Ce soir-là, j'ai compris que si je continuais à me taire, la cuisine finirait par ne plus se souvenir de moi. Alors, je n'ai pas déclaré la guerre, j'ai simplement cessé de lutter pour être invitée à ma propre table. Décembre est arrivé comme une punition lente. En Bourgogne, le froid n'a rien de romantique. Il n'enveloppe pas, il coupe. Les vignes se tiennent nues, noires, alignées comme des os. La neige tombe parfois en silence, et ce silence-là n'apaise pas, il isole. Dans la maison, le chauffage tourne bien sûr, mais il ne suffit pas à réchauffer un corps quand le corps s'affame de lui-même. Clémence persistait dans ce qu'elle appelait sa purification. Elle parlait de détox comme on parle de vertu. Elle mangeait des soupes claires, des salades croquantes, des bols impeccables où la couleur remplaçait la densité. Elle notait, elle mesurait. Elle refusait le pain, refusait le beurre, refusait le fromage, ces trois piliers qui, chez nous, ne sont pas seulement des aliments, mais une façon de traverser l'hiver. Au début, je me suis dit, elle est jeune, elle s'adaptera. Puis j'ai commencé à voir ce que la conviction peut faire quand elle devient un mur. Ses mains tremblaient. Pas toujours. Au début, c'était un détail, un verre qu'elle reposait trop vite, une cuillère qui tintait contre un bol. Ensuite, c'est devenu visible, presque constant, comme une petite vibration dans ses doigts. Elle mettait ça sur le compte du froid ou du stress ou d'une baisse de glycémie qu'elle disait maîtriser.
Elle souriait toujours. Cette politesse-là est une armure. Sa peau avait changé aussi, une pâleur que le maquillage ne corrige pas vraiment, des cernes fins, une fatigue qui ne s'avoue pas. Et pourtant, elle continuait, parce que renoncer pour Clémence, ce n'était pas changer d'avis, c'était perdre une identité. Je l'ai surprise un matin, assise au bord de la table de cuisine, les yeux fixes, comme si la lumière lui faisait mal. Elle a posé 2 doigts sur sa tempe. Quand elle m'a vue, elle a aussitôt redressé le dos. « Tout va bien, Adeline ?» Le « tout va bien » est souvent une phrase qui protège les autres de la vérité. Mon fils, mon garçon, ne voyait rien. Ou plutôt, il ne voulait rien voir. Il partait tôt, revenait tard, pris par son travail. Quand il était là, il avait besoin d'harmonie. Il la regardait comme on regarde une femme moderne et brillante, fière d'elle. Et Clémence, de son côté, ne disait rien, parce qu'elle savait qu'il aurait essayé de la raisonner et que la raison pour elle était une faiblesse à éviter. Le froid s'est intensifié. Un après-midi, la neige a commencé à tomber plus drue, et la maison a pris cette luminosité blanche qui fatigue les yeux. Clémence était dans la cuisine inox, celle qu'elle aimait, surface nette, ligne droite, absence de traces. Elle préparait une boisson verte, encore. Le blender tournait, sec, impitoyable. Je suis entrée et j'ai senti tout de suite quelque chose d'étrange, une lenteur dans ses gestes, comme si son corps n'arrivait plus à suivre sa volonté. Elle a tendu la main vers un verre et ses doigts ont vacillé. Elle a ri pour masquer. Je suis un peu étourdie, rien. Je l'ai regardée, j'ai vu dans son visage une obstination presque désespérée, et j'ai compris, soudain, que son minimalisme n'était pas seulement une mode, c'était une manière de tenir le monde à distance. Si on contrôle tout ce qui entre dans le corps, on croit contrôler ce qui peut le blesser. Mais l'hiver, lui, ne négocie pas. Ce soir-là, quand mon fils est rentré, Clémence a fait semblant d'être en pleine forme. Elle a dressé la table, elle a souri, elle a parlé de nutrition avec légèreté. Je l'ai observée et j'ai vu l'effort, la façon dont elle s'appuyait discrètement contre le plan de travail, la manière dont elle respirait un peu trop court. Après le dîner, elle a monté l'escalier en tenant la rampe plus fort que d'habitude. Elle a cru que je ne le verrais pas, mais je suis une femme de cuisine, je vois les corps, je vois quand il manque de feu. Dans ma chambre plus tard, j'ai repensé au faitout rouge dans la réserve, à la fonte qui garde la chaleur longtemps, même quand le feu est éteint. J'ai pensé à ce que Clémence était en train de faire. Elle éteignait son feu intérieur pour rester fidèle à une idée. Je n'avais pas besoin d'être diététicienne pour comprendre cela. Un corps sans réserve, en plein hiver, devient une bougie trop fine. Elle éclaire un instant, puis elle tremble, puis elle s'éteint. Et dans le silence glacé de décembre, je me suis dit, sans colère, mais avec une certitude maternelle. Bientôt, la réalité viendrait frapper à la porte, et ce jour-là, il ne faudrait pas de principe, il faudrait de la chaleur. La réalité a frappé sans bruit. C'est toujours comme ça, les chutes vraies. Elles ne préviennent pas, elles ne font pas de discours. Elles arrivent au moment le plus banal, dans le décor le plus ordinaire, et c'est leur banalité qui fait peur. Un après-midi gris, la neige encore sur les rebords de fenêtres, la maison vide de mon fils, parti travailler, et seulement nous deux, Clémence et moi, chacune dans son silence. Elle était dans la cuisine inox, celle qu'elle avait conquise. Elle rangeait des bocaux, alignait des sachets, essuyait une surface déjà propre. Je l'entendais bouger d'une manière trop lente, une lenteur qui n'appartenait pas à son caractère. Puis il y a eu un son, très léger, le frottement d'un objet contre le sol. Rien de cassé, rien de spectaculaire, juste un glissement. Je suis entrée. Clémence était debout, immobile, la main posée sur le plan de travail, comme si elle cherchait à s'accrocher à une idée. Son visage était blanc, ses lèvres presque sans couleur. Elle a essayé de sourire, encore. Ça tourne un peu, et elle s'est effondrée. Son corps a glissé sur le sol comme un linge qu'on laisse tomber. Le carrelage était froid, et ce froid m'a traversée. J'ai eu un réflexe immédiat, pas la panique, non, la précision. Quand on a élevé des enfants, quand on a géré des fièvres, des entorses, des malaises, on apprend que le calme est une forme d'amour. Je me suis agenouillée, j'ai touché son poignet. Son pouls était là, rapide, fragile. Je l'ai appelé doucement par son prénom. « Clémence, regarde-moi ». Ses paupières ont frémi, sans s'ouvrir.
Je l'ai soulevée avec une force que je ne soupçonnais plus. Elle était légère, trop légère. Pas la légèreté de la jeunesse, la légèreté de l'épuisement. Je l'ai portée jusqu'au canapé, d'abord. Puis, en voyant son visage, j'ai choisi l'étage. Un corps qui manque de feu a besoin d'un lit, de laine, de calme. Je l'ai installé dans la chambre d'amis. J'ai tiré les rideaux pour adoucir la lumière. J'ai posé un oreiller sous sa tête. Puis j'ai fait un geste d'une intimité étrange. Je lui ai retiré ses chaussures, l'une après l'autre, comme on le fait pour quelqu'un qu'on aime quand il n'a plus la force de se défendre. Ses pieds étaient glacés. J'ai pris la couverture la plus épaisse, une laine ancienne qui sent légèrement le bois et le savon. Je l'ai couverte jusqu'au menton. Je lui ai réchauffé les mains entre les miennes. Je n'ai pas pensé une seule seconde, elle l'a cherché. Je n'ai pas pensé, voilà, tes principes. Je n'ai pensé qu'à une chose, elle est vide. Dans le couloir, j'ai entendu le vent frapper une fenêtre. La maison craquait, comme en hiver. J'ai regardé Clémence, ses pommettes saillantes, ses cils trop longs sur ses joues pâles, ce visage de femme jeune qui avait l'air soudain très petit, et j'ai compris, avec une tendresse douloureuse, que ce n'était pas une maladie, c'était un excès de contrôle qui avait mangé la vie. Je suis descendue à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau, je l'ai posé sur la table, inutile pour l'instant. J'ai hésité à appeler les urgences, puis j'ai observé. Sa respiration était régulière, son pouls revenait un peu. Ce n'était pas une crise mystérieuse, c'était un corps en manque de carburant, un corps qui avait voulu être pur et qui se retrouvait simplement humain. Je suis remontée, j'ai posé une main sur son front, pas de fièvre. J'ai murmuré « Tu n'es pas malade, Clémence, tu es épuisée ». Elle n'a pas répondu, mais j'ai vu une larme minuscule glisser au coin de son œil fermé. Peut-être un rêve, peut-être une chante, peut-être une peur. Je suis restée assise près du lit, longtemps, à écouter le silence de la maison. Dans ce silence, j'entendais presque la cuisine de ma belle-mère autrefois, le feu, la fonte, le vin qui réduit. Une chaleur ancienne, transmise de femme en femme, non pas comme une recette, mais comme une manière de survivre. Et je me suis dit, très simplement, avec cette lucidité qu'on acquiert à force de vivre, il y a des femmes qui se battent avec des armes. Clémence, elle, se battait avec des chiffres. Mais face à l'hiver, face au corps, face au réel, les chiffres ne réchauffent pas. Ce jour-là, le conflit n'était plus une question de beurre ou de graines, c'était une question de vie. Et moi, à 68 ans, je savais exactement quel langage parle la vie, celui de la chaleur qu'on donne sans humilier. Quand j'ai senti que sa respiration devenait plus régulière, je me suis levée sans faire de bruit. Il y a des décisions qui se prennent sans réflexion, comme si le corps savait avant l'esprit. Je n'ai pas consulté de livre, je n'ai pas cherché d'avis, je suis descendue à la réserve. L'ampoule jaune a éclairé les étagères poussiéreuses. L'air y était plus froid, plus sec, et là, dans l'ombre, il y avait le faitout rouge. Il n'avait pas bougé, il attendait, avec cette patience propre aux objets qui ont traversé des générations. Je l'ai saisi à deux mains. La fonte avait cette lourdeur rassurante, presque solennelle. En le portant, j'ai senti quelque chose se remettre en place en moi, comme si je reprenais un geste que l'on m'avait confisqué trop longtemps. Je l'ai posé sur le feu. Le premier contact avec la flamme a produit ce son que je connais par cœur, un léger cliquetis, presque un soupir. J'ai ouvert une bouteille de pinot noir de Bourgogne, le bouchon a cédé doucement. L'odeur du vin s'est répandue dans la cuisine, profonde, sombre, vivante. Rien à voir avec une boisson, c'était une promesse. J'ai travaillé lentement, j'ai coupé les oignons sans hâte. Je les ai laissés fondre dans un peu de lard salé, juste assez pour réveiller la matière. Le gras a chanté, pas agressif, pas violent, chanté comme une voix basse. J'ai ajouté les morceaux de poulet, dorés, sans brûler, puis le vin. Quand il a touché la fonte chaude, une vapeur violette est montée, enveloppante, presque charnelle.
J'ai fermé les yeux une seconde, le thym, le laurier, une pincée de poivre, rien d'excessif, juste ce qu'il faut pour dire au corps « tu peux te détendre, on s'occupe de toi ». Pendant que le coq au vin mijotait, la maison a commencé à changer. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas immédiat, mais l'air est devenu plus dense, plus doux. La chaleur ne venait pas seulement des radiateurs, elle venait du centre. Je suis montée vérifier Clémence, elle dormait toujours. Ses traits étaient moins crispés. Je lui ai remis la couverture sur les épaules. J'ai senti sous mes doigts une peau froide mais vivante. Je n'ai pas parlé, il n'y avait rien à expliquer. En redescendant, j'ai compris que je ne faisais pas seulement un plat, je faisais un geste de réparation, pas contre elle, pour elle. Dans la cuisine, le fait-tout travaillait, il n'y avait plus besoin de moi. C'est cela la magie de la fonte. Une fois que tout est en place, elle fait le reste. Elle garde la chaleur, elle répartit, elle attend. Elle ne brusque rien. Je me suis assise à la table, les mains autour d'une tasse de café. J'ai pensé à Clémence, à sa jeunesse, à sa certitude. J'ai pensé à moi, à mes 20 ans, à mes propres refus, à Paris autrefois, quand j'avais appris la mode, quand j'avais déclaré, moi aussi, que les traditions étaient des chaînes. J'avais eu besoin de perdre quelque chose pour comprendre ce que cela valait. Le coq au vin a mijoté longtemps, assez pour que le vin devienne velours, assez pour que la viande se rende, assez pour que le plat cesse d'être une recette et devienne un refuge. Quand j'ai éteint le feu, la cuisine était transformée. Le fait-tout rouge brillait doucement. Il n'était plus relégué, il était revenu à sa place, au centre. Je suis montée chercher un bol en porcelaine, celui que j'utilise pour les malades, les fatigués, les jours fragiles. J'ai servi lentement, la vapeur montait, épaisse, généreuse. Avant de monter à l'étage, j'ai regardé une dernière fois la cuisine, et je me suis dit, sans triomphe, sans rancune, il y a des débats qu'on ne gagne pas avec des arguments. Il y a des corps qu'on ne convainc pas avec des principes. Il y a seulement des moments où l'on doit choisir entre avoir raison ou prendre soin. Et moi, ce jour-là, j'avais choisi. Clémence s'est réveillée avant de parler. Je l'ai su parce que la maison change de son quand quelqu'un revient à lui. Un froissement de drap, un soupir plus profond. Ce petit silence après le silence, comme une porte qu'on entr'ouvre. J'étais dans le couloir, le bol chaud entre les mains. La porcelaine me brûlait légèrement la paume, et cette brûlure-là me rassurait. Elle prouvait que la chaleur existait encore, qu'elle pouvait circuler. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, la lumière était douce. La neige dehors renvoyait une clarté pâle qui rendait tout plus fragile. Clémence avait les yeux ouverts. Elle regardait le plafond sans bouger, comme si elle essayait de comprendre où elle était. Son visage était toujours pâle, mais moins absent. Elle a tourné la tête vers moi. Ses pupilles ont accroché quelque chose, pas encore un mot, mais une présence. Puis elle a respiré. Et c'est là que je l'ai vue, cette micro-réaction, presque animale, de quelqu'un qui sent une odeur qui lui parle au ventre avant de parler au cerveau. Le parfum du vin réduit, du thym, de l'oignon fondu, le parfum d'un plat qui ne demande pas la permission d'exister. Elle a dégluti. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais elle n'a rien dit. J'ai avancé et j'ai posé le bol sur la table de nuit. La vapeur montait en volutes lentes. C'était presque indécent dans cette chambre blanche, si longtemps gouvernée par l'idée de pureté. Clémence a fixé le bol comme on fixe un objet interdit. Je me suis assise au bord du lit. Je n'ai pas souri. Je ne voulais pas la materner comme on materne une enfant capricieuse. Elle n'était pas capricieuse, elle était épuisée. « Comment tu te sens ?» ai-je demandé simplement. Elle a cligné des yeux, a cherché sa voix. « J'ai dû tomber. »
Elle disait cela comme on dit un fait honteux. J'ai hoché la tête. Tu t'es vidé. Le mot a traversé la pièce sans violence, parce qu'il était vrai. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Elle tremblait à peine, comme si même le tremblement était fatigué. Elle a murmuré « Je n'avais pas faim ». Je n'ai pas contesté. Je sais que l'on peut ne plus sentir la faim quand on vit trop longtemps dans la tête. Je me suis contentée de dire, très bas, comme une évidence que personne ne devrait avoir à défendre. Ton corps, lui, a froid. Clémence a relevé les yeux vers moi. Elle attendait un discours, une leçon, une humiliation douce. Elle s'était préparée à cela, je le voyais, à l'idée que j'allais profiter de sa faiblesse pour gagner une guerre. Je n'avais aucune guerre à gagner. Je lui ai tendu la cuillère, mais je ne l'ai pas approchée de sa bouche. Je l'ai posée dans sa main, lentement. Je lui ai laissé le geste. C'est important le geste. Dans une tutelle invisible, on vole les gestes aux gens. Moi, je voulais lui rendre le sien. Tu n'es pas obligé de finir, tu n'es même pas obligé d'aimer. J'ai marqué une pause, mais prends au moins une cuillerée, juste pour te réchauffer de l'intérieur. Elle a regardé la cuillère comme si elle pesait une décision morale. Puis, très lentement, elle a plongé la cuillère dans le bol. La sauce était sombre, épaisse, brillante. Elle a hésité encore. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas pressée. Enfin, elle a porté la cuillère à ses lèvres. Je l'ai observée comme on observe quelqu'un qui revient de loin. La première seconde, ses traits se sont tendus, par réflexe. Puis, quelque chose a lâché. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Ses yeux se sont humidifiés. Comme si, au contact du goût, une partie d'elle acceptait enfin de ne plus se défendre. Elle a pris une seconde cuillerée, puis une troisième, sans accélérer, sans avidité, avec une forme de gravité. La pièce s'est remplie d'un silence différent, pas le silence froid du jugement, mais le silence chaud de quelqu'un qui écoute son corps. Je n'ai pas parlé. Je la regardais manger et j'avais dans la poitrine cette sensation étrange que connaissent les femmes qui ont nourri les autres, la joie triste de voir un être vivant accepter de l'aide. Clémence a avalé encore, puis ses larmes sont tombées. Pas des sanglots, des larmes droites, discrètes, qui glissaient sur ses joues et tombaient dans le bol, comme une pluie intérieure. Elle a essayé de les essuyer, embarrassée. « Pardon ». J'ai secoué la tête. « Ne t'excuse pas ». Elle a soufflé, sa voix cassée. Je croyais que tout se contrôlait, que si je faisais tout bien, je serais... Elle n'a pas fini, parce qu'elle ne savait plus ce qu'elle cherchait, être parfaite, être aimée, être irréprochable. Je n'ai pas complété sa phrase, je n'ai pas mis de mots à sa place. J'ai simplement posé ma main sur le bord du lit, près de sa sienne, sans la toucher tout de suite. Un geste de présence, pas de prise. Tu n'as rien à prouver ici, Clémence. Puis, après une seconde, ici, tu as juste le droit d'exister. Elle a continué à manger en pleurant encore un peu. Et moi, en la regardant, j'ai compris que le goût venait de faire ce qu'aucune discussion n'avait réussi, ouvrir une brèche par laquelle la tendresse pouvait enfin entrer, sans principe, sans victoire, simplement comme une chaleur qu'on accepte quand on a cessé de lutter. Quand le bol a été presque vide, Clémence a posé la cuillère, comme si elle déposait une arme. Sa respiration était plus profonde. Ses joues avaient repris un peu de couleur, juste assez pour que son visage ressemble à nouveau à celui d'une femme vivante, pas à une idée. Je n'ai pas dit « tu vois », je n'ai pas dit « je te l'avais bien dit ». À mon âge, on apprend que les phrases qui commencent par « tu vois » ferment les cœurs au lieu de les ouvrir. Je me suis contentée de reprendre le bol, de le poser sur le plateau, puis de m'asseoir à nouveau, dans un silence qui n'avait plus rien d'hostile. Clémence a regardé ses mains. Elle les a tournées, paumes vers le haut, comme si elle les découvrait. Ses doigts tremblaient moins. « C'est étrange », a-t-elle murmuré. Je l'ai laissé chercher. Je croyais que ce goût me ferait du mal. Je croyais que j'allais me sentir sale, et je me sens... Elle a levé les yeux vers moi,
presque surprise par ce mot. Soulagée. Le soulagement. Voilà le mot qui n'apparaît sur aucune étiquette nutritionnelle. Je me suis penchée légèrement vers la fenêtre. Dehors, le jardin était blanc. Les branches de glycine ressemblaient à des veines noires sur la neige. La maison, pour la première fois depuis des semaines, me paraissait moins froide. Clémence a inspiré. J'ai honte. Elle l'a dit vite, comme si la honte devait sortir avant de se durcir. Je n'ai pas répondu tout de suite. La honte est une bête fragile. Si on la touche trop vite, elle mord. Honte de quoi? Ai-je demandé enfin. Elle a serré les lèvres. De vous, de moi, de ce que j'ai dit. La mort, les graisses. Elle a fermé les yeux un instant. Je vous ai parlé comme si vous étiez dangereuse. Je n'ai pas nié, je n'ai pas minimisé, parce que minimiser, c'est aussi voler à l'autre la possibilité de réparer. Tu étais convaincu, ai-je dit, et quand on est convaincu, on devient parfois dur. Elle a hoché la tête. Ses yeux brillaient encore. Je ne voulais pas vous blesser, je voulais être cohérente. Je l'ai regardée. Il y avait dans ce mot « cohérente » tout son monde. La cohérence pour elle n'était pas seulement une méthode, c'était une protection, comme si en étant irréprochable, elle empêchait quelque chose de la toucher. Je me suis levée, je suis sortie un instant et je suis revenue avec un verre d'eau tiède. Elle a bu par petites gorgées, son corps acceptait lentement. Puis elle a dit, d'une voix plus basse, presque enfantine, « Je n'ai jamais supporté l'idée de dépendre de quoi que ce soit, ni d'un aliment, ni d'une habitude, ni de quelqu'un. » Et voilà, enfin le cœur du problème. Pas le véganisme, pas le minimalisme, la peur de devoir, de manquer, de perdre. Je me suis assise de nouveau, plus près. Tu sais, Clémence, la dépendance n'est pas toujours une chaîne, parfois c'est un lien. Elle m'a regardée, surprise, comme si je venais de dire quelque chose d'inattendu. J'ai continué, doucement. Une maison, ce n'est pas un endroit où l'on prouve qu'on a raison, c'est un endroit où l'on se permet d'être imparfait. Clémence a avalé sa salive. Elle a regardé la couverture, puis le plateau vide, puis mes mains. « Vos mains » a-t-elle murmuré. Je les ai vues, je les ai jugées. Je n'ai pas retiré mes mains. Je les ai posées bien à plat sur mes genoux, offertes, sans fierté. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient, j'ai répondu. Elle a hésité, puis, très lentement, elle a tendu la main vers la mienne. Ses doigts étaient froids, mais plus assurés. Elle m'a touchée, à peine. Un contact minuscule, mais il a traversé toutes les semaines de distance. Elle a inspiré, et sa voix s'est brisée. « Pourquoi vous êtes gentille avec moi, après tout ce que j'ai fait ?» Cette question a rempli la pièce comme une confession. J'ai senti mon cœur se serrer, non pas de colère ancienne, mais de mémoire. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je savais que ma réponse, si elle venait trop vite, ressemblerait à une morale, et je ne voulais pas d'une morale, je voulais une vérité. Alors j'ai pris une chaise et je me suis assise face à elle, à hauteur de son regard, comme deux femmes, pas comme une belle-mère et une belle-fille. Je ne suis pas gentille, je suis lucide. Clémence a froncé les sourcils sans comprendre. Je me suis penchée un peu et j'ai senti que le moment arrivait, celui où la frontière entre nous allait se fissurer vraiment, celui où je devais lui montrer que son arrogance n'était pas unique, qu'elle avait un ancêtre. Parce que... Et je me suis tue un second, le temps de laisser le passé remonter sans mordre. Parce que j'ai été toi. Dans ses yeux, j'ai vu la surprise, puis l'écoute, et j'ai compris que cette fois, elle était prête à entendre l'histoire qui rend les femmes moins dures entre elles, l'histoire de nos propres erreurs. La nuit était tombée tôt, comme toujours en décembre. Dans la maison, les lumières étaient basses, et j'avais allumé 2 bougies dans le salon, non pas pour faire joli, mais parce que la flamme calme les pensées. Clémence était assise sur le canapé, emmitouflée dans un plaid. Elle semblait plus petite, débarrassée de sa rigueur.
Mon fils n'était pas encore rentré. Pour la première fois, cela ne m'a pas angoissée. Nous avions besoin, elle et moi, de ce tête-à-tête sans témoin. Je lui ai apporté une tisane. Elle l'a prise avec ses 2 mains, comme on tient quelque chose de précieux quand on a eu peur de tomber. Le silence entre nous n'était plus celui de la tension, il était celui d'un terrain nouveau. Clémence a parlé la première, d'une voix qui cherchait ses mots. « Je suis désolée. » Elle a serré la tasse. « Je me suis comportée comme si votre cuisine était une menace, comme si votre manière d'aimer était primitive. » Elle a baissé les yeux, honteuse. Je l'ai regardée sans dureté. À cet âge, on sait reconnaître l'instant rare où quelqu'un se déshabille de son orgueil. « Tu avais tes raisons, » ai-je dit simplement. Elle a secoué la tête. « Non, j'avais des certitudes. Ce n'est pas la même chose. » Elle a inspiré profondément, puis les mots sont sortis, plus sombres, plus intimes. « J'ai peur de grossir, peur de vieillir, peur de perdre le contrôle. Mon métier me donne l'impression de maîtriser, mais à l'intérieur, je suis souvent en panique. Alors je réduis, je supprime, je classe. Je crois que si je garde tout minimal, je ne souffrirai pas. » Ces phrases-là, je les ai reconnues, pas dans le contenu exact, mais dans le mécanisme. La jeunesse croit souvent qu'on se sauve en se durcissant. Clémence a levé les yeux vers moi. Ses pupilles brillaient sous la lumière des bougies. « Et vous, comment vous faites pour rester comme ça ?» Comme ça. Elle ne trouvait pas le mot. Elle voulait dire stable, présente, capable de tenir sans écraser. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la flamme d'une bougie vaciller doucement. Puis j'ai posé ma tasse et j'ai dit la vérité qui m'attendait depuis des semaines. Parce que moi aussi, j'ai voulu tout contrôler. Clémence a ouvert la bouche, surprise. Elle m'avait rangée dans une catégorie, la tradition, la cuisine, la chaleur. Elle n'imaginait pas que j'avais eu, moi aussi, mon moment de fuite vers la modernité. Je me suis appuyée contre le dossier du fauteuil. Quand j'avais ton âge, je suis montée à Paris. J'ai marqué une pause, comme si la ville elle-même revenait dans ma gorge. J'ai appris des choses, la mode, l'allure, les tendances. Et j'ai cru que tout ce qui venait d'avant moi était un poids. Clémence m'écoutait sans respirer. Et quand je suis devenue belle-fille, ma belle-mère m'a tendu ce faitout rouge. Tu sais ce que j'ai pensé, moi ? Clémence a murmuré, presque malgré elle. Que c'était dépassé ? J'ai hoché la tête. Que c'était le symbole d'un monde où les femmes restent à la cuisine pendant que les autres vivent. Je l'ai regardé comme tu l'as regardé, avec ce mépris poli qu'on appelle modernité. Je me suis arrêtée. La flamme faisait danser l'ombre de mes mains sur le mur. Et un jour, j'ai fait pire que toi. Clémence a froncé les sourcils. J'ai voulu m'en débarrasser. Je l'ai rangé, puis je l'ai jeté. Pas pour cuisiner autrement, pour effacer ce qu'il représentait. Clémence a porté la main à sa bouche, choquée. Je n'ai pas cherché à me faire pardonner. J'ai continué, parce que la confession n'a de valeur que si elle va jusqu'au bout. Mon mari, ton mari aujourd'hui, était encore jeune. Il a trouvé le faitout dans la poubelle. Il l'a lavé. Il l'a remis sur la table, sans rien dire. Et ma belle-mère n'a pas crié. Elle m'a regardée, exactement comme je te regarde maintenant. Clémence avait les yeux remplis de larmes. « Et vous, vous avez été pardonnée ?» J'ai souri très légèrement. Je n'ai pas été pardonnée, j'ai été attendue. C'est plus rare. Le silence s'est posé entre nous, un silence chaud, chargé de cette découverte. Nous n'étions pas 2 camps, nous étions 2 femmes, séparées par une génération, mais liées par la même erreur, croire que rejeter l'héritage vous rend plus libre. Clémence a essuyé ses larmes. « Je comprends », a-t-elle soufflé. Et pour la première fois, je l'ai cru, parce que dans sa voix, il n'y avait plus de certitude. Il y avait de la place pour la nuance, pour le corps, pour la vie. Quand mon fils est entré un peu plus tard, il a trouvé 2 femmes dans un salon éclairé aux bougies, silencieuses et apaisées. Il n'a pas compris tout de suite, mais moi, je savais. Ce soir-là, la cuisine avait cessé d'être un champ de bataille. Elle redevenait une langue commune.
Le matin est arrivé avec un calme nouveau. La neige avait cessé de tomber et le jardin semblait retenir sa respiration sous un drap blanc. Dans la cuisine, la lumière était laiteuse, douce, presque humble. Je suis descendue tôt, par habitude, mais aussi parce que je voulais vérifier si ce qui s'était passé la veille n'était pas un simple moment de faiblesse, vite recouvert par l'orgueil. Clémence est apparue sur le seuil quelques minutes plus tard. Elle portait un pull large, ses cheveux étaient attachés sans effort. Elle avait encore cette pâleur de l'hiver, mais ses yeux étaient plus présents. Et s'est arrêtée, comme hésitante devant un lieu qu'elle avait voulu contrôler. Je n'ai pas dit bonjour d'une manière trop joyeuse. La joie, quand elle est trop rapide, peut ressembler à une victoire. Et je ne voulais pas d'une victoire. Je voulais une paix qui tienne. Elle a regardé le plan de travail, puis, geste minuscule mais immense, elle a ouvert un placard, celui où, autrefois, mon faitout rouge avait vécu. Elle a glissé sa main à l'intérieur, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu. Elle a tourné la tête vers moi. « Il est où ?» La question n'était pas technique, elle était presque fragile. Je n'ai pas répondu tout de suite, je suis allée à la réserve. J'ai ramené le faitout rouge, lourd, émaillé, avec son anse ébréchée. Je l'ai posé sur la table. La fonte a fait ce bruit sourd, sérieux, qui oblige à respecter ce qui arrive. Clémence a approché ses doigts de l'ébréchure, elle a effleuré la petite blessure. Son geste était prudent, comme si elle touchait non pas un ustensile, mais une histoire. « Il a vécu ?» a-t-elle murmuré. Je me suis surprise à sourire, oui, mais sans triomphe. Comme nous. Mon fils est entré à ce moment-là, encore à moitié endormi. Il nous a regardés, l'une et l'autre, puis il a regardé le faitout sur la table, comme on regarde un objet qu'on croyait disparu et qui revient avec une présence différente. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, un peu inquiet. Clémence a inspiré. Elle a posé la main sur le bord de la table, puis elle a dit d'une voix douce « Rien de grave, juste quelque chose d'important. » Elle s'est tournée vers moi. « Adeline, je ne promets pas de manger comme vous, je ne veux pas vous mentir, mais je veux apprendre à ne plus mépriser ce que je ne comprends pas. » Elle avait choisi les mots avec soin, des mots qui ne demandent pas d'effacer une identité pour en accueillir une autre. Je l'ai regardée. À cet instant, je n'ai plus vu seulement ma belle-fille moderne, j'ai vu une jeune femme qui vient de découvrir que la vie ne se laisse pas réduire à une méthode. « Alors faisons simple, » ai-je répondu. Je lui ai tendu un tablier. Elle a hésité une seconde, puis elle l'a noué autour de sa taille. Ce geste-là a quelque chose d'inattendu chez une femme qui croyait que la cuisine était un symbole d'asservissement. Mais il n'y avait plus d'asservissement, il y avait du choix. Nous avons préparé un repas ensemble, pas un coq au vin, pas un plat lourd, quelque chose de plus léger, des légumes rôtis, une soupe chaude, un peu de pain. Et pourtant j'ai mis le faitout sur le feu, même juste pour la soupe, pas pour imposer la tradition, mais pour garder la lenteur. Clémence a pris une cuillère, a goûté, puis, sans y penser, elle a posé la cuillère contre la casserole, comme je le fais. Son geste s'est ajusté au mien, non pas par soumission, par contagion. Mon fils nous observait, silencieux. Je crois qu'il comprenait enfin que notre querelle n'avait jamais été une querelle de recettes, c'était une lutte pour la place, pour le respect, pour cette chaleur invisible qui fait qu'une maison n'est pas seulement un endroit où l'on vit, mais un endroit où l'on appartient. Après le déjeuner, Clémence a allumé une bougie. Elle a ouvert la fenêtre quelques secondes pour faire entrer l'air froid, puis elle l'a refermée vite en riant doucement. Votre phrase d'hier, « Ton corps a froid », je crois que je ne l'oublierai jamais. Je lui ai répondu simplement « On peut être brillante, Clémence, on peut être moderne, mais on ne peut pas être vivante sans chaleur. » Elle a hoché la tête, puis, après un silence, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, et qui a tout effacé, d'un coup, comme une neige qui fond. Merci, non seulement pour le plat, merci de ne pas m'avoir enfermée dans mon erreur. Je l'ai regardée, j'ai pensé à ma belle-fille, à son regard patient, à son faitout soulevé de la poubelle, et j'ai compris la boucle. Je lui ai pris la main, cette fois je l'ai tenue franchement.
Ce n'est pas une histoire de belle-fille et de belle-mère, c'est une histoire de femme. On apprend tout un jour que l'on ne grandit pas en brûlant ce qui nous a précédés. On grandit en choisissant ce qu'on garde et en respectant ce qu'on ne garde pas. Clémence a souri, un sourire vrai, fatigué mais lumineux. Et dans la cuisine, le faitout rouge brillait doucement au centre, comme un cœur revenu à sa place. Le feu crépitait, la maison respirait, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il y a des conflits qui ne parlent jamais vraiment de ce qu'ils montrent. Ici, il ne s'agissait pas de cuisine, ni de beurre, ni de véganisme. Il s'agissait de chaleur. De cette chaleur invisible qui fait qu'une maison devient un refuge et qu'une relation survit aux différences. Cette histoire nous rappelle une vérité simple et pourtant difficile à accepter. On peut avoir raison, être informé, être moderne, et pourtant passer à côté de la vie si l'on oublie d'écouter son corps et celui des autres. Les générations ne se heurtent pas parce qu'elles s'opposent, mais parce qu'elles ont peur de se ressembler. Les plus jeunes craignent d'hériter d'un monde qui les enferme, les plus âgés craignent d'être effacés en nom du progrès. Et au milieu, il y a souvent des femmes qui apprennent, parfois tard, que la transmission n'est pas une domination, mais une offre. Alors je vous pose ces questions à vous qui écoutez cette histoire. Avez-vous déjà rejeté quelque chose, une habitude, une tradition, une personne, avant d'en comprendre la valeur ? Avez-vous déjà confondu contrôle et protection, rigueur et bienveillance ? Ou au contraire, avez-vous déjà été jugé, mis de côté, au nom d'idées présentées comme meilleures que vous ? Si cette histoire a réveillé en vous un souvenir, une blessure, une réconciliation ou même un doute, ne le gardez pas pour vous. Racontez-nous votre histoire, celle d'un conflit de génération, d'un héritage mal compris, d'un retour vers quelque chose que vous aviez rejeté trop vite. Envoyez-nous votre témoignage. Nous croyons que chaque vie ordinaire contient une vérité universelle. Et nous serons là pour vous aider à transformer votre histoire en un film sincère, humain, fidèle à ce que vous êtes. Parce que parfois, raconter, c'est déjà se réconcilier.